Ouais, tout à fait. Donc on va démarrer, comme ça on terminera à l'heure pour celles et ceux qui se sont mobilisés tôt. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Merci d'être avec nous pour ce webinaire donc de 45 minutes, top chrono, pour aborder la démarche d'éducation thérapeutique des patients Environ, hein. atteints Environ. environ. S'il y en a qui veulent rester plus longtemps pour des questions, bien sûr, on pourra rester en ligne. Donc webinaire sur l'éducation thérapeutique des patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Ouais, et Donc non pas cardiaque comme certains l'ont peut-être oui, vu dans oui, le oui, mail. on a eu C'est bien, c'est bien respiratoire. Voilà. une petite erreur dans la relance, mais dans le texte, c'était correct. C'était bon. Ouais. Et donc, moi personnellement, je m'appelle Flore, je suis kinésithérapeute, je suis salariée de l'URPS Kiné de France. On a aussi avec nous une autre salariée de l'URPS, Mathilde, qui est à côté de moi. Et on est ravis de vous proposer aujourd'hui l'intervention de Jean-Charles Laporte, qui est kinésithérapeute et très investi pour sa profession, et qui vous parlera donc d'éducation thérapeutique aujourd'hui. Mais avant de démarrer, juste quelques mots sur l'association. Donc, l'URPS, c'est l'organisme qui représente tous les kinés libéraux de la région Île-de-France. Et donc, si vous êtes libéraux, vous adhérez automatiquement à l'association via une cotisation qui est prélevée par l'URSSAF. Et en contrepartie de cette adhésion automatique, l'association, donc l'URPS, se doit de remplir tout un tas de missions qui sont définies par décret, par l'État. Et donc, en résumé, notre rôle, c'est de vous représenter auprès des institutions en complément des actions de l'ordre et des syndicats. Donc, très concrètement, c'est beaucoup de réunions et de temps d'échange avec un vaste panel d'interlocuteurs pour faire valoir l'intérêt des kinés libéraux. Et aussi, notre rôle, c'est aussi de vous accompagner au quotidien dans votre pratique et de valoriser les actions que vous pouvez porter concrètement sur le terrain. Donc ça, très concrètement, pour cette mission, on organise donc justement des webinaires, des événements, on développe des outils, des kits, des flyers, des ressources pour faciliter votre pratique et votre engagement sur des actions un peu plus santé publique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'association, on vous invite à nous contacter ou bien à consulter notre site internet urpsmkidf.fr. Et donc, simplement petit rappel de bien couper votre micro pendant l'intervention, de ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions ou faire part de vos remarques, retours d'expérience. Et tout est enregistré et tout sera disponible en replay et disponible voilà, sur notre chaîne YouTube URPS MKIDF. Et donc je laisse la parole à Jean-Charles pour la suite de la présentation. Voilà. Bon, Flore m'a déjà un petit peu présenté et pourquoi c'est moi qui anime ce webinaire aujourd'hui. Et ben c'est entre autres parce que je m'occupe des problématiques, on va dire des troubles respiratoires à l'URPS Kiné Île-de-France, donc qui vient d'être présenté, et je suis membre du réseau Récupère. Peut-être tout le monde le connaît, mais c'est pas sûr. Qui a un réseau de réadaptation respiratoire sur toute l'Île-de-France. Et vous avez peut-être entendu parler de ce réseau ici d'ailleurs dernièrement, puisqu'on s'est mobilisé dans la mesure où il y a malheureusement un arrêt du financement qui est proposé par l'ARS. Et ce qui fait que le réseau a été amené à se mobiliser pour essayer que ce réseau perdure en attendant que d'autres solutions pour la prise en charge des patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique soient trouvées. Voilà. Donc, on va commencer avec un petit rappel parce que, en fait, moi, ce que je constate assez régulièrement, que ce soit, enfin voilà, en discutant avec des collègues dans différents champs d'intervention, c'est que l'acronyme ETP, hein, eh ben, il n'est pas connu par tous. Alors évidemment, si vous connaissez, que vous avez été formé, que vous en faites, ça vous parle. Mais en fait, comme souvent quand on est spécialiste dans son domaine, ben, on connaît un peu, mais finalement pour la majorité des autres personnes, ben, c'est pas connu. Donc l'éducation thérapeutique, c'est éducation thérapeutique du patient. On va faire le petit distinguo. Le but, c'est pas de faire plein de théories et tout, mais on va faire juste le distinguo entre l'éducation à la santé, qui là pour le coup est certainement plus connu et fait de façon plus large par les professionnels de santé. Donc l'éducation à la santé, c'est encourager l'adoption de comportements favorables à la santé, aider à comprendre et à faire des choix éclairés sans contraindre. Donc ça peut être des politiques, on va dire, d'information, et c'est notamment le rôle
on va dire de nos organismes publics, de faire des campagnes d'information, des campagnes de prévention, etc. Et où il y a une différence entre l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique, c'est que l'éducation thérapeutique, c'est aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc il y a deux notions, je dirais, qui complètent l'éducation à la santé. C'est que là-dedans, on vient faire introduire la notion du patient, alors que dans l'éducation à la santé, là, on voit que finalement, c'est un petit peu général, c'est des comportements favorables, c'est beaucoup moins spécifique que l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, elle s'adresse d'une manière générale, en tout cas là par définition, aux maladies chroniques. Et donc, ça tombe bien pour la thématique du jour. Puisque on parle de l'insuffisance respiratoire chronique et on va redétailler un petit peu. Il n'y a pas que la BPCO, mais on va venir aussi ça. Pour précision, en fait, vous avez dans les slides, hein, vous pourrez les avoir, hein, le PowerPoint, et les références ou certaines choses sont, ou les renvois, ce sont des liens actifs, donc vous pouvez vous connecter pour les récupérer. Il y a aussi des choses où ce sera des QR codes, donc vous pouvez aussi facilement vous connecter. Et je m'en occupe pas en même temps que je présente, mais je vois la petite slide aussi avec 2 sur le chat là. Il y a un chat aussi, donc n'hésitez pas, hein, à poser vos questions. D'accord. Alors, autre point on va dire autre point de définition. Qu'est-ce que la réadaptation respiratoire? Puisque c'est une des composantes, on va dire, de la prise en charge de nos patients insuffisants respiratoires, c'est la réadaptation respiratoire. Donc, l'objectif, c'est de maintenir dans la durée un niveau d'activité physique quotidienne, niveau jugé nécessaire à la santé physique et psychique du patient, de façon à diminuer les conséquences systémiques de la maladie et aussi les coûts de santé. Voilà. Alors, moi, j'aime bien, expliciter cette notion très importante que la réadaptation respiratoire, c'est pas une simple prescription. Et c'est vrai que nous, en tant que kiné, on a eu la création d'un acte, on va y revenir juste après quand on va aborder la nomenclature, mais on a un acte qui permet de faire la réadaptation respiratoire en cabinet. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est une prise en charge, en fait, qui doit être avec plusieurs intervenants, qui doit être coordonnée. Et puis donc, la façon de faire cette réadaptation respiratoire, elle est en fonction de la sévérité de la maladie. C'est pour ça ça peut être fait en libéral, ça peut être fait en hospitalier, ça peut être des besoins aussi, enfin, c'est en fonction aussi des besoins et des souhaits du patient. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la définition, le patient il doit être au cœur de ça dans l'éducation thérapeutique, et ben c'est la même chose dans la réadaptation respiratoire. Et puis évidemment, puisque c'est multidisciplinaire et individualisé, ben on prend en compte l'environnement familial, social, médical, et puis ça coordonné. Donc c'est mieux si on peut travailler en équipe, en réseau, ce qui est évidemment le cas quand on est dans des structures de centres de réadaptation, enfin les SMR ou l'hospitalier, mais ce qu'on peut aussi faire en libéral. Voilà. Donc là, je vous ai mis une petite slide que vous avez peut-être déjà vue si vous avez vu d'autres webinaires ou si la réadaptation est plus familière pour vous. Et justement, pour faire le lien avec l'éducation thérapeutique. Donc, les piliers de la réadaptation, qui, je le rappelle, sont... la réadaptation, c'est une technique kiné qui est très recommandée. Voilà, certainement la chose qui est la plus recommandée en kiné au niveau de la force des grades. Et c'est tellement recommandé que, en fait, il n'y a plus tellement de débats sur est-ce que la réadaptation respiratoire est efficace. Et maintenant, les débats se font plutôt est-ce que c'est téléréadaptation, réadaptation, un certain nombre de séances, quelle modalité dans le programme. Mais on a un niveau de preuve très fort pour l'adaptation. C'est très rarement le cas en kiné, donc ça vaut le coup d'être souligné. Voilà, donc les contenus d'une séance qu'on peut faire en kiné dans le cadre d'une réadaptation respiratoire, c'est la kiné respiratoire. Donc ça aussi, on va le redétailler un tout petit peu après. Il y a des différentes, on va dire, visées. Ça peut être à visée de désencombrement ou à visée de ventilation. Il y a le renforcement des muscles du tronc et des muscles des 4 membres, des exercices en endurance et donc, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça, c'est, on va dire, c'est moi qui ai résumé ça comme ça, mais on va voir que c'est étayé de toute façon par notre nomenclature. Donc vous savez qu'en kiné, on utilise la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels. Et donc, dans cette NGAP, on a les cotations maintenant, puisque vous savez qu'elles ont changé il n'y a pas très longtemps, des ARL 849, 850 et 851
pour la rééducation des maladies respiratoires avec le désencombrement urgent, quand c'est d'une manière générale respiratoire obstructive, restrictive ou mixte, et puis quand c'est spécialement préopératoire ou post-opératoire. Voilà. On remarquera d'ailleurs pour l'anecdote que quand c'est urgent, c'est moins bien payé. Voilà, mais de toute façon, c'est pas entre 8,49 et 8,51, ça change quelque chose, mais voilà. Rééducation, acte spécifique pour le patient atteint de mucoviscidose, l'ARL 10. Et là, par contre, c'est une cotation globale qui prend tout ce qu'on peut faire en compte, tout ce qu'on peut faire au cours de la séance avec le patient qui a la mucoviscidose. Et puis donc la création d'un acte qui est l'ARL 20 ou l'ARL 28, suivant si la prise en charge elle est en groupe ou individuelle. On va voir juste après qu'est-ce que comprend cet acte de réadaptation respiratoire. Et j'en profite pour vous rappeler que le bilan, il peut être ajouté à ces actes de rééducation respiratoire, donc une cotation 10,7 dans le cadre de la réadaptation respiratoire, y compris pour les ARL 20 ou les ARL 28. Donc là, c'est des petits copier-coller de la NGAP pour reprendre ça. Donc je vous ai dit, le bilan, il peut être utilisé. Bon, le but aujourd'hui, c'est pas de refaire non plus un truc sur la NGAP. Néanmoins, c'est quand même important parce que ça engage aussi le financement. Donc c'est important. Et puis on peut aussi avoir des erreurs de cotation si on connaît pas bien ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer le webinaire aussi en reprenant ça. Donc vous voyez que vous pouvez coter le bilan AMCA 10,7 et puis vous savez qu'après, au bout d'un certain nombre de traitements, on peut renouveler les séances. J'ai pas étudié en détail, mais j'ai vu hier un mail qui a été envoyé par le syndicat Alizé, justement, qui reprenait toutes les cotations, pas toutes les cotations, mais qui reprenait en détail les cotations ARL 20 et ARL 28 pour éviter d'avoir des soucis. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver en ligne aussi si ça vous intéresse d'avoir plus de détails. Voilà. Donc après, j'ai remis donc les cotations, comme je vous ai parlé, 8,49, 8,50, 8,51. Et ce qui nous intéresse particulièrement, les ARL 20 et les ARL 28. Et c'est là où il y a une petite spécificité qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pour les BPCO en ALD. Donc ça nous fait 2 restrictions à appliquer. C'est-à-dire qu'il faut que votre patient il soit en ALD, mais que l'ALD soit pour la BPCO, d'accord? Donc, si vous avez un ALD pour l'asthme ou pour d'autres pathologies respiratoires, ça ne marche pas. Et puis, il faut que ce soit un BPCO qui soit en ALD, d'accord? Donc, un BPCO qui n'a pas l'ALD pour ça, ça ne marche pas non plus. Et c'est spécifié dans la nomenclature. Il faut que ce soit pour des séances, pour un cycle de 20 séances. Voilà. Après, avec possibilité de renouvellement, c'est là où je vous dis, vous pouvez vous renseigner particulièrement sur ce qui a été envoyé récemment pour pouvoir renouveler quand même, mais il faut savoir que c'est comme ça. Et donc, vous voyez que dans la nomenclature, c'est bien détaillé, kiné respiratoire, réentraînement à l'exercice sur machine, renforcement musculaire et éducation à la santé. Voilà. Donc, les thématiques d'ETP qu'on va voir aujourd'hui, je vous rappelle, ETP, donc c'est aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. On va balayer différents thèmes et j'espère que à l'issue du webinaire, vous aurez bien tout ça en tête pour pouvoir l'aborder avec vos patients, puisqu'on va pouvoir avoir des impacts sur la prévention et la gestion des exacerbations. On va détailler tout ça après. Sur la réduction puis l'arrêt du tabac, donc le sevrage tabagique, sur l'optimisation de la prise des traitements, sur la vaccination, sur la gestion du souffle, sur le maintien de l'activité physique, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la réadaptation respiratoire, c'est particulièrement efficace, particulièrement recommandé, mais on sait que si les patients ne mettent pas en place des changements durables pour avoir un maintien des acquis, et ben les effets positifs obtenus en réadaptation respiratoire au prix d'efforts importants pour le patient, puisqu'il s'engage dans sa réadaptation et ça lui demande de l'investissement, du temps, de l'énergie, etc. Et ben, il faut qu'ils maintiennent ça avec un niveau d'activité physique. Et puis, on parlera un petit peu aussi de l'équilibre alimentaire qui est nécessaire pour avoir le meilleur résultat possible avec nos patients. Voilà. Donc, si on parle plus précisément de la prévention et de la gestion des exacerbations, je dirais que une des choses qui est importante, c'est d'avoir, on va dire, un échange avec le patient à ce sujet-là, parce qu'on a une vraie responsabilité à ce sujet. Il y a une chose qui est évidente, c'est ce qui est en rouge dans le tableau,
c'est quand il y a des signes graves. Bon, je les ai remis, mais normalement vous les connaissez, mais c'est des choses sur lesquelles il faut alerter le patient parce que lui ne les connaît pas forcément. Il y a des patients qui peuvent cracher du sang et vous dire, bah oui, mais vu que j'ai touché, je pensais que c'était pas grave. La douleur thoracique aiguë, c'est un peu plus connu parce que c'est un signe d'infarctus, mais ils y pensent pas forcément non plus. Les gens ne font pas le lien non plus entre les œdèmes des membres inférieurs, hein, donc les chevilles et jambes gonflées. Ils font pas forcément le signe entre un œdème des membres inférieurs et une insuffisance cardiaque liée à l'insuffisance respiratoire. Évidemment, les signes de cyanose, les signes d'hypercapnie, etc. Et puis, de toute façon, la présence d'un essoufflement, parce qu'ils se sentent en général essoufflés, sauf que là, c'est un essoufflement justement qui est pas celui qu'ils ont d'habitude. Et ben ça, il faut expliquer aux patients que quand il y a ça, on le considère comme une urgence et on va aux urgences où on appelle le 15 et c'est comme ça. J'irai ensuite dans la prévention et la gestion des exacerbations. Il y a ce qui est en vert dans la slide. C'est votre patient, il est comme d'habitude. Et ben, s'il est comme d'habitude, c'est que ça va bien comme ça. Il maintient ses traitements, il maintient ses activités habituelles. Et là où je dirais que ça demande le plus d'éducation avec votre patient, c'est un petit peu le contrat qu'on va faire quand il y a une modification justement de sa clinique, modification intermédiaire, puisqu'on vient de dire quand c'est grave, on consulte, mais ça c'est vrai pour n'importe quelle personne. Donc, si votre patient il commence à se sentir essoufflé, il a des expectorations qui changent de couleur, donc il est en surinfection, il a des symptômes qu'il n'a pas d'habitude, et ben c'est que vraisemblablement il est en train de faire une exacerbation. Et là, il y a des choses qui peuvent être, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est de contacter le médecin, c'est une première chose. Après, vous savez bien que même à Paris, en Île-de-France, avoir accès à un médecin généraliste rapidement, c'est pas si simple que ça. C'est le jour où il va falloir qu'il évite de faire des gros efforts, parce qu'évidemment, nous, hein, je vous l'ai dit, le but c'est de maintenir les acquis et que les patients fassent le plus d'activité physique possible, mais c'est pas ce jour-là, il va falloir qu'ils entreprennent des gros efforts, puisqu'ils sont pas dans des bonnes conditions pour le faire. C'est le moment aussi de mettre en place l'autodrainage. Si le patient il est en exacerbation, il va peut-être être plus encombré, donc c'est aussi une des compétences d'éducation thérapeutique. On y reviendra aussi à la fin dans la gestion du souffle, mais essayer de favoriser l'apprentissage de l'autodrainage chez le patient. Et là aussi, un point très très important, c'est qu'en général, les patients dans les maladies respiratoires chroniques, ils ont un traitement de crise. Ça peut être pour l'asthme, un traitement spécialement de la crise d'asthme, ça peut être pour la BPCO, un traitement de l'exacerbation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut éduquer le patient, enfin, disons, il faut l'éduquer avant pour qu'à ce moment-là, il puisse prendre le traitement de crise. Ça peut être, par exemple, les antibiotiques prescrits d'avance par le pneumologue que le patient a déjà chez lui. C'est important qu'il les ait déjà chez lui parce qu'il faut qu'il puisse les prendre en cas de crise et même s'il peut pas sortir ou même si le pharmacien était en rupture de stock à ce moment-là. Donc, il faut qu'il les ait chez lui et c'est à ce moment-là qu'il peut les prendre. Voilà. Et puis, c'est l'occasion aussi de parler d'autres irritants bronchiques, hein, par exemple, la pollution extérieure, attention aussi à la bonne hygiène bucco-dentaire. Et puis, donc, on y reviendra juste après, mais parmi les traitements, il y a aussi la vaccination. Il y aura une slide exprès pour ça. Voilà. Alors, évidemment, un très gros sujet qui concerne nos patients à insuffisance respiratoire chronique, puisqu'il y a un lien évidemment entre la consommation de tabac et les insuffisances respiratoires chroniques. Mais j'ai envie de dire que ce qu'on va dire là, c'est vrai aussi pour n'importe quel patient qui vient au cabinet. C'est d'aborder avec lui la question du tabagisme. Et on sait aussi que dans les mesures de sevrage tabagique, c'est le fait que les différents intervenants redonnent des conseils et qu'il y ait une unité des conseils qui soient donnés par les différents intervenants qu'un patient peut voir, qui vont finir par lui demander, enfin pas lui demander, mais lui faire germer l'idée que ben oui, c'est le moment d'arrêter, quoi. Voilà. Donc on a mis en rouge ce qui est pas forcément idéal en termes de conseils de sevrage tabagique, c'est le conseil directif. Si vous dites à votre patient, c'est pas bien de fumer, il faut arrêter de fumer, ben en fait les patients en 2026, ils savent très bien que le tabagisme c'est mauvais pour leur santé. Et c'est certainement pas la première fois que quelqu'un lui dit c'est pas bien, faut arrêter. Mais s'il fume toujours, c'est qu'a priori c'est pas la meilleure façon de faire. Et c'est là où nous en fait l'ETP est particulièrement importante parce que l'idée c'est d'amener la personne à ce qu'elle décide d'arrêter par elle-même. Et donc la première chose à faire avec tous les patients, évidemment c'est en respi, mais moi je me répète, je vous le redis, c'est que c'est bien de toute façon pour tous les patients, c'est
de leur poser la question est-ce qu'ils sont fumeurs quand vous faites votre anamnèse, votre premier bilan avec vos patients. Vous le verrez, on va en parler dans d'autres vidéos aussi, enfin dans d'autres ressources qu'on peut dire, mais on sait très bien que le tabac a des effets pas que sur la respiration, et donc ça vaut le coup pour un patient qui a une fracture, qui a d'autres choses, d'aller évaluer ça. Et la première question à faire, c'est est-ce que vous fumez, bien sûr, et puis après, il y a des questionnaires pour évaluer, on va les voir juste après, il y a le Fagerström, il y en a d'autres. Et donc, comme ça, vous pouvez évaluer la dépendance de votre patient et ça vous fait déjà une porte ouverte pour en parler avec lui. Et après, c'est là où on se sort du conseil directif, mais qu'on est plutôt dans une démarche d'éducation thérapeutique, c'est de dire au patient, ben, d'après vous, pourquoi c'est bien d'arrêter? Pourquoi ce serait bien d'envisager ça? Qu'est-ce que ça pourrait vous aider? Voilà. Et là aussi, on va voir juste après comment, et c'est pas toujours connu par les kinésithérapeutes, mais il faut pas oublier que les kinésithérapeutes, on peut délivrer les traitements nicotiniques substitutifs, pardon. Autrement dit, les patchs, les gommes, tout ce qui va être à base de nicotine pour aider le patient. Alors parfois, quand je parle de ça avec les confrères, ce sera peut-être votre cas à l'issue du webinaire, ils me disent, oui, mais moi, je suis pas très formé, je sais pas comment on prescrit, je sais pas combien de milligrammes, etc. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important pour vous à votre stade. Ce qui est important en tant que kiné, si on a repéré un patient qui est OK pour avoir une ordonnance le TNS, en fait, c'est de prescrire, et ça, vous pouvez le faire comme vous faites pour une attelle ou pour n'importe quelle autre chose qu'on a le droit de prescrire, c'est sur une ordonnance normale. Et si vous ne sentez pas avec les dosages, vous mettez quantité à évaluer avec le pharmacien, puisqu'en l'occurrence, le pharmacien, lui, est très à l'aise avec la délivrance de ce genre de dispositif. Voilà. Donc, moi, le petit résumé, c'est n'hésitez pas à aborder cette question avec les patients, évaluer d'une façon ou d'une autre, et puis donner l'ordonnance, quand bien même elle n'est pas bien rédigée. De toute façon, il y aura une adaptation par le pharmacien. C'est pas compliqué de prescrire. Voilà. Donc là, vous avez quelques outils qui vous sont présentés. Le RESPAD, hein, donc c'est un réseau de prévention des addictions. Et donc, il y a une petite affiche en fait qui présente comment on peut s'y prendre avec un patient pour évaluer sa consommation de tabac et qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Vous avez le test de dépendance de CDS, qui est un test qui est plus complet que le test de Fagerström ou Fagerström simplifié. Néanmoins, c'est un test que vous pouvez utiliser. Et vous avez aussi un outil un petit peu plus conséquent qui est un livret d'aide en fait pour les professionnels de santé sur la tabacologie. Dans ce livret, donc là aussi vous avez des liens, hein, vous voyez sur le slide en bas qui peut vous renvoyer directement vers l'adresse mail. Vous pouvez scanner le QR code ou vous pouvez cliquer sur le lien pour aller directement dessus. Enfin bref, vous pouvez retrouver ça facilement. Là aussi dans ce livret, vous avez des modèles d'ordonnance, vous avez le test de dépendance, vous avez le Fagerström, etc. Donc vous avez aussi facilement des possibilités de retrouver les outils. Donc tout à l'heure, je vous en parlais quand je vous disais le tabagisme n'a pas que des actions néfastes sur l'appareil respiratoire. Donc ça, c'est des vidéos qui ont été faites par le Gérondif, qui est un réseau de gériatrie, on va dire qui s'adresse plus spécialement à la personne âgée, qui explique l'impact négatif du tabac et pas que sur l'appareil respiratoire. Et c'est particulièrement vrai, vous savez, chez une personne âgée qui a une fracture, un délai de consolidation peut être particulièrement allongé chez la personne âgée, déjà qu'il est en temps normal sur la personne âgée, donc il va être encore plus allongé potentiellement avec le tabac. C'est aussi une porte d'entrée pour aller communiquer avec votre patient sur le sevrage tabagique. Voilà. Sur l'autre partie de la slide, là, vous avez aussi comment aborder le sevrage tabagique avec mon patient. Vous retrouvez la question, hein, c'est pas compliqué. La première question pour aborder, c'est est-ce que vous êtes fumeur? Voilà. Et puis, essayez de voir par où on peut commencer et rappeler que nous, on peut prescrire les substituts nicotiniques, même si le patient ne les prend pas tout de suite, c'est déjà une première action qui est engagée par le patient d'accepter l'ordonnance. Et comme je vous dis, c'est la répétition du message par vous et par les différents intervenants qui se montre dans les études la stratégie la plus efficace pour le sevrage tabagique. Voilà. Alors, un autre levier, on va dire, dans notre éducation thérapeutique pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique, c'est l'optimisation de la prise des traitements. Alors, on a parlé de quand les prendre tout à l'heure dans
dans le plan d'action là pour les exacerbations, avec les choses en vert, en orange et en rouge, on a dit il faut que le patient prenne les traitements, notamment ceux de crise, au bon moment. Mais il y a aussi comment il les prend. Et il y a une phrase là en rouge sur la slide qui est d'une banalité extraordinaire, c'est qu'un médicament qui est mal pris ou qui est pas pris, il est moins efficace, voire pas du tout efficace. Et pourtant, c'est particulièrement vrai avec tous les sprays, les aérosols que peuvent avoir les patients. Donc, c'est tellement vrai, du coup, que la Société de pneumologie de langue française, la SPLF, s'est penchée particulièrement sur ce sujet et donc a fait une banque de données de vidéos qui est aussi connue déjà par certains d'entre vous et peut-être pas par tous, c'est pour ça que j'en reparle. Donc ça, c'est un moyen très facile d'aller montrer à votre patient comment prendre les sprays. Donc vous pouvez y aller en tapant directement l'adresse vidéo Zephyr dans une barre de recherche et vous l'avez. Vous pouvez aussi télécharger l'application, évidemment suivant votre téléphone, App Store ou Google Play pour l'avoir dans votre smartphone. Et dans ce cas-là, on va vous demander de vous créer un compte. Donc vous envoyez un mail, on vous donne des identifiants et vous pouvez vous connecter sur le guide Zephyr. Et ensuite, vous mettez soit le nom de la molécule, puisque vous savez que les ordonnances, normalement, elles sont prescrites avec les noms de molécules, soit le nom du médicament directement. Et là, ça vous renvoie directement vers la vidéo. Faut avouer que nous, même en tant que praticiens, c'est dur de tous les connaître parce qu'il y en a beaucoup, parce que ça change, parce que il y a plus ou moins un code couleur pour savoir si c'est des bronchodilatateurs ou des corticoïdes, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a des bithérapies, des trithérapies, etc. Et qu'il y a plusieurs types de dispositifs. Il y en a qui demandent une coordination main-bouche, d'autres non, etc. Enfin bon, bref, il y a une grande variété de médicaments puisqu'il y a plus de 60 médicaments dont il y a des vidéos. Et donc, c'est particulièrement intéressant de prendre quelques minutes pour montrer cette vidéo au patient et puis ensuite pour pouvoir lui remontrer comment lui le prend, etc., voir l'écart à la réalité et donc de réellement optimiser la prise en charge de ce traitement. Voilà. Parce que je le répète, mais si le patient il prend mal le traitement, eh ben, il sera moins efficace. Et on n'est pas là pour faire le palmarès des anecdotes, mais il y a vraiment des fois où la façon de prendre les médicaments par les patients est particulière, très très particulière. Voilà. Alors, un autre levier aussi qu'on peut aborder avec les patients, c'est d'aborder la vaccination. D'accord? Alors, les kinésithérapeutes, on n'est pas les spécialistes de la vaccination. Hein, c'est plutôt les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers qui sont à même de réaliser les injections et de prescrire ces médicaments, enfin cette vaccination. Néanmoins, pourquoi c'est important, nous, en tant que kinés, d'avoir des notions là-dessus, c'est pour pouvoir en parler avec le patient. Et là aussi, l'idée, c'est qu'on en parle avec le patient. Et après, c'est pas nous qui allons faire l'ordonnance, mais il pourra se retourner vers les personnes compétentes pour pouvoir avoir les ordonnances et les injections. Voilà. Donc là, on vous a mis rapidement pour les nourrissons les vaccins obligatoires. Donc il y a voilà la diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, etc. Enfin il y en a tout un tas. Et puis c'est là où c'est particulièrement important, des choses qui sont pas obligatoires parce que de toute façon les vaccinations obligatoires c'est pas nous qui nous en occupons. Et puis si les gens sont vraiment contre, ça va être compliqué pour nous de les faire changer. Mais par contre c'est sur les vaccinations qui sont facultatives mais recommandées. Voilà. Donc en rouge, vous avez celles qui ont particulièrement un lien avec les pathologies respiratoires, la tuberculose, donc le vaccin BCG, la bronchiolite AVRS, puisque vous savez que maintenant il y a une vaccination qui est proposée à la maman, enfin à la future maman, puisque à la personne enceinte, on va proposer une vaccination OVRS qui va permettre de protéger le nouveau-né. Il y a le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin contre le Covid-19. Et donc pour toutes les personnes qui peuvent être à risque particulièrement pour ces maladies, c'est important de leur conseiller ce vaccin, de leur évoquer ça. Alors, dans la science respiratoire chronique, c'est pas les nourrissons qu'on a le plus, mais c'est important aussi parce que vous pouvez avoir les parents aussi, dans d'autres cas pour les enfants aussi. Voilà. On rajoute pour les adolescents les rattrapages de coqueluche parce que de mémoire, c'est depuis 2018 que c'est obligatoire pour les nouveau-nés, donc on a encore des ados qui n'ont pas eu la coqueluche. Pareil, le méningocoque ACWY et l'autre vaccin méningocoque, le B, c'était pas obligatoire non plus. L'HPV, donc vous savez que c'est un vaccin qui est recommandé mais pas obligatoire, donc ça c'est pour le papillomavirus. Et puis là aussi grippe et Covid, particulièrement chez les gens qui sont à risque ou qui ont un entourage à risque. Voilà. Et
on insiste particulièrement maintenant pour les adultes, donc particulièrement les personnes âgées. C'est important aussi qu'elles aient la vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19. Là aussi, vous savez qu'il y a des politiques de santé publique qui sont très importantes. Le VRS, donc, qui donne la bronchiolite chez les enfants, les personnes âgées peuvent être fragiles aussi et développer des maladies respiratoires avec ça. Donc, c'est recommandé à partir de 75 ans, voire même à partir de 65 ans pour les insuffisants respiratoires. Il y a des cas particuliers aussi, la leptospirose, qui est une maladie donc transmise par l'urine des rongeurs pour les gens qui peuvent être exposés, évidemment, notamment, par exemple, les gens qui travaillent dans les égouts, etc. Mais je dirais que ça nous dépasse parce que, de toute façon, c'est recommandé par la médecine du travail, etc. Il y a le cas particulier des zones d'outre-mer aussi, où il y a la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya. On pourrait parler aussi d'autres maladies comme le Mpox aussi, ou dans certains cas, il y a des recommandations comme ça. Et puis, donc, rappeler chez les personnes âgées aussi que la coqueluche, le pneumocoque, c'est des maladies qui vont être très sévères pour eux sur le plan respiratoire. Voilà. Toutes ces données, elles sont sur Vaccination Info Service. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est facile d'avoir un guide vaccinal? En fait, pas tant que ça, parce que je me rappelle plus combien de pages fait le PDF, mais il doit faire genre 150 pages, hein, donc c'est pas si simple. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est pas que nous on connaisse par cœur le calendrier vaccinal, qui doit faire quand, à quel moment, le nom de la molécule et tout. C'est simplement que nous, en tant que kiné, on ait bien la vaccination en tête et que si un patient vient au début de l'hiver lui dire est-ce que vous avez bien fait votre vaccination, est-ce que ça, voilà, c'est important. Et puis on réoriente vers les personnes qui connaissent ça en détail parce que c'est réellement leur cœur de métier à eux. Voilà. Ensuite, on a dans les choses très importantes pour nous aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la réadaptation respiratoire, ça marche. Et je dirais que de toute façon, l'activité physique en général, ça marche, mais donc il faut maintenir ça dans la durée, et c'est bien toute la définition de l'ETP, de maintenir durablement les choses pour les patients dans les maladies chroniques, parce que là, on l'a remis aussi, hein, il y a un cercle vicieux, c'est que si un patient, il a moins de muscles pour faire un effort, ça lui demande plus d'énergie, donc il augmente sa fatigue. S'il augmente sa fatigue, il va faire moins d'activité, et là, on a le cercle vicieux, si vous faites moins d'activité, vous perdez votre muscle, etc. Donc, c'est très important pour nous d'aller inciter le patient à le stimuler. Il faut rappeler, parce que ça, c'est pas clair dans la tête des patients, que l'activité physique, c'est pas que l'activité sportive. Voilà. On peut avoir un patient qui va vous dire ah non, mais moi, je fais pas de sport. Mais bon, en fait, il fait ses courses en vélo, il fait du jardinage, il va chercher ses enfants, ses petits-enfants, pardon, plutôt ses petits-enfants à l'école où c'est un 3e étage sans ascenseur. Et donc, finalement, on a quelqu'un qui a une activité physique, qui maintient une activité physique. Voilà. Et finalement, au final, plus que quelqu'un qui a une activité sportive, parce qu'il vous dit, je fais 1 heure de yoga une fois par semaine avec l'association Senior Plus du coin. Et donc, finalement, le reste du temps, il est assez sédentaire parce que ses loisirs, c'est regarder la télé et aller au club de bridge qui est juste à côté de chez lui. Et dans ce cas-là, il aura moins d'activité. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer de voir avec votre patient comment il peut faire le plus possible pour maintenir des activités au-delà de l'activité sportive, mais des activités physiques qui font que le patient y garde une activité quotidienne qui lui permet de maintenir son activité, qui lui permet une activité quotidienne. Vous avez compris où je veux en venir, c'est le cercle non plus vicieux du déconditionnement, mais le cercle vertueux de l'activité. Voilà. Après, il y a des petits conseils simples à rappeler aussi aux patients pour tout ce qui va être gestion du souffle. En fait, il faut accepter d'aller moins vite parce que, bah oui, les patients assurants respiratoires, ils font les choses plus doucement. Et alors, ça peut être gênant quand on marche en groupe, quand on marche avec son conjoint. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment rappeler aux patients que c'est important qu'ils acceptent d'aller moins vite. Et ça veut dire qu'il faut communiquer avec l'entourage aussi. Expliquer aux gens que quand ils marchent à leur vitesse à eux, c'est trop pour la personne qui est souffrante. Et puis, quelque chose qui est très souvent raconté par les patients aussi, c'est que quand ils sont en groupe, le groupe voit que la personne est distancée, donc ils s'arrêtent. Et donc, quand la personne arrive, ils redémarrent. Donc, eux, ils ont fait une pause, mais pas la personne insuffisante respiratoire. Hein. C'est un peu ce qui se passe au ski, en ski en groupe avec des niveaux différents. Finalement, c'est ceux qui skient le mieux qui font des pauses et ceux qui skient le moins bien qui n'ont pas de pause. Quoi, voilà. Et ça, c'est des choses toutes simples aussi. Après, il faut accepter aussi, dire au patient, il faut accepter qu'il y a des choses qui sont peut-être pas les plus recommandables pour lui. Il faut accepter de simplifier des choses. Et là aussi, en parler avec son kinésithérapeute, ça permet de faire accepter les choses et de voir comment on peut adapter. Très important aussi de faire des pauses.
particulièrement pour les escaliers, hein, parce que les patients, par exemple, qui ont des étages pour rentrer chez eux, ils vont avoir fait une marche, donc ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont éventuellement des courses parce qu'ils ont les bras chargés, et ils vont attaquer les escaliers alors qu'ils sont déjà dans un état de fatigue. Et ben c'est pas très bon. Il faut pas hésiter à leur dire de faire des pauses avant de faire l'activité, et ça peut même être des pauses pendant l'activité. Hein. Vous avez 3 étages à monter, ben pas hésiter à faire des pauses pendant l'activité. C'est vaut mieux qu'ils s'arrêtent avant d'être complètement essoufflés. Voilà. Et puis, ça aussi, ça fait l'objet de travail en séance de kinésithérapie, mais c'est d'apprendre aux patients à contrôler son souffle, essayer d'allonger le temps d'expiration, leur prendre souffler pour sortir de cette respiration rapide, superficielle, un petit peu paradoxale. Voilà. Alors, il y a des patients, évidemment, pour le maintien des activités physiques, qui ont besoin d'être encadrés. Donc pour ça, vous avez peut-être localement des ressources, et on en a profité pour vous remettre aussi des choses qui sont proposées par le réseau Récupère. On va dire c'est des ressources qui ont été listées au fur et à mesure d'activités. Il y a une répartition géographique, donc vous pouvez aussi regarder ça avec vos patients ou les retourner, enfin les inciter à aller consulter ce site, en sachant que c'est un exemple parmi tant d'autres et que Récupère est très loin d'être exhaustif. Vous connaissez peut-être très très bien vous au niveau local tout ce qui se passe pour les patients insuffisants respiratoires que vous pouvez orienter. Voilà. Alors, un autre levier qui est très très important aussi dans la maladie respiratoire chronique, c'est qu'on l'a vu, quand on fait moins d'activité, on perd sa masse musculaire. En général, il y a aussi une perte d'appétit avec une difficulté à manger. Et donc ça, c'est très préjudiciable parce que si vous avez du muscle en moins, c'est plus dur de faire de l'activité. On l'a dit, si vous faites moins d'activité, vous perdez votre souffle. Et si vous n'amenez pas les bons aliments pour faire du muscle, vous avez beau faire de l'activité, vous avez du mal à en faire. Si on rajoute là-dessus que les syndromes inflammatoires chroniques, ça va impacter les sécrétions hormonales, ça aussi c'est en défaveur pour la fonte musculaire. Et les études sont très claires là-dessus. Chez l'insuffisance respiratoire chronique, donc particulièrement la BPCO, à partir d'un IMC inférieur à 21, on considère qu'on est on va dire, en sous-poids. Et les études montrent que c'est pire d'être en sous-poids que d'être en surpoids. Voilà, dans la survie, dans la BPCO. Donc c'est vraiment important d'expliquer aux patients que s'ils veulent faire du muscle, s'ils veulent refaire du muscle, il faut qu'ils aient une alimentation adaptée. Et ça veut dire que pour refaire du muscle, c'est particulièrement de la protéine qu'il faut apporter, parce que souvent avec la perte d'appétit, les gens, ils vont se délaisser de ça, ils vont avoir tendance à manger moins, des plus petites quantités, parfois plus souvent. Donc on est plus dans le grignotage ou la collation, et finalement on perd les repas avec la viande ou le poisson. Or, c'est ce qu'on a besoin pour faire de la protéine. Alors évidemment, d'une manière générale, vous savez que le sel, la viande rouge et tout ce qui a un index glycémique élevé qui fait augmenter la glycémie très vite, c'est pas le plus conseillé. Et bien sûr, vaut mieux orienter les patients vers des aliments meilleurs pour la santé, du style des protéines sous forme de poisson, les céréales, les légumes secs et bien sûr les fruits et les légumes. Sachant qu'évidemment, tout ce qui va être vitamine a aussi un impact sur la santé générale. Je dirais que l'alimentation, c'est aussi comme on l'a vu pour la vaccination. On n'est pas diététicien, c'est pas notre rôle de prendre la place des diététiciens, mais c'est simplement ouvrir des portes avec le patient et savoir le réorienter derrière pour qu'il puisse ensuite avoir des conseils plus précis, plus spécifiques, etc. Voilà. Donc une petite slide qui résume ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aborder avec le patient comment il prévient et gère les exacerbations, le sevrage tabagique, la vaccination, la prise des traitements, notamment les aérosols avec l'éducation à la prise des sprays, tout ce qui va être vraiment kiné avec l'apprentissage du souffle, de l'autodrainage, les conseils au quotidien, le maintien de l'activité physique et la diététique. Voilà. Merci beaucoup déjà pour votre écoute. Et puis, j'ai vu là le chat, il est passé à 18 interventions. Donc, il va peut-être y avoir des questions ou des échanges. Je suis disponible. Alors en effet, Jean-Charles, on a notamment une question
Alors, je remonte une question d'Éric qui demande vers quel professionnel dirigez-vous les patients pour compléter les efforts du kiné pour favoriser le sevrage? Est-ce que c'est plutôt infirmière avec compétences en tabaco, un addictologue, un psychologue, acupuncteur? Et donc ça, c'est première question, vers quel professionnel? Et puis sinon, vers quelle structure, quelles sont les structures qui pourraient nous aider à travailler en équipe au sevrage tabagique? Euh, Merci CPTS, Eric. RESPAD. Très très bonne question, avec d'ailleurs plein d'éléments de réponse déjà dans la question. Je dirais que ça dépend un peu de si on fait déjà du sevrage tabagique, parce que si c'est le cas, on va connaître déjà éventuellement des intervenants. Euh, je dirais aussi c'est quelque chose qui se co-construit avec le patient. Est-ce que le patient il est prêt à aller en libéral? Est-ce qu'il est prêt à aller en hospitalier? Est-ce qu'il est ouvert? Parce que si par exemple vous avez un patient, c'est le cas d'une de mes patientes actuellement, qui vient pour comment dire un problème des membres inférieurs et qui est en sport fumeuse tabagique. On a abordé la thématique et elle m'a dit moi je veux faire de la cryothérapie auriculaire. Bon, voilà, elle a décidé de se tourner vers une ORL, hein, donc il y a une médecin ORL qui pratique ça. Et ben, il n'y a pas de problème, faut l'encourager dans cette démarche. Ça peut être des gens qui font du laser, ça peut être l'acupuncture, ça peut être l'homéopathie, mais avant, je dirais les choses alternatives comme ça, il y a des tabacologues qui peuvent être dans des centres de santé. Ça peut être aussi les consultations de tabacologie et d'addictologie dans les centres. La PHP a une petite carte aussi, hein, qu'on peut retrouver sur Internet, sur tous les points, les endroits où il y a de la tabacologie. Donc, je dirais que les ressources, elles sont variées. Comme souvent, il y a plein de choses qui existent, mais même quand on en a besoin, c'est pas facile de les trouver. Je dirais que le meilleur résumé, oui, c'est de voir avec le patient où est-ce qu'il est prêt à aller. Il y a des tabacologues aussi, enfin, il y a des généralistes qui sont formés à la tabacologie. On a aussi dans certains centres des infirmières de pratique avancée qui font aussi de la tabacologie. Donc, ça dépend un peu des ressources locales. Donc, moi, je dirais le but, c'est de s'appuyer sur le maximum de ressources possibles. Et puis, en général, si on a expliqué au patient, voire même qu'on a fait un petit mot pour le professionnel qui va prendre le patient vers lequel on oriente, on risque d'avoir aussi un retour. Donc, ça répond à la question d'Éric aussi, où on va pouvoir favoriser le travail en équipe, quoi. Voilà. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est le patient qui va faire, par exemple, une exacerbation, qui va être hospitalisé, ou le patient qui va être en SMR pour faire une réadaptation respiratoire. Il va avoir aussi, par exemple, une infirmière de tabacologie ou un médecin addictologue qui va réaliser une consultation au cours de la réadaptation respiratoire ou au cours de la prise en charge de l'exacerbation. Et là aussi, ce sera une porte ouverte pour mettre en place le sevrage tabagique. Super, Est-ce que... merci beaucoup, Charles. Ah, mais c'était pas Eric Charuel, c'était Eric Orva, alors ok. Ouais, Ok. on était deux. On a une, Ouais. on a une autre question, cette fois-ci Et je de remercie quand même Christine. Eric, hein. Voilà. Une question de Christine qui travaille en SMR cardio-respi qui se demande comment gérez vous le maintien de l'oxygénothérapie longue durée. Voilà. Comment on gère le maintien? Donc pas spécialement dans le sevrage. Enfin, alors déjà, l'oxygénothérapie à longue durée, le patient, donc il a la source d'oxygène à la maison. Ça marche avec une société hein, qui a un contrat avec la personne qui, elle, s'en occupe. Donc là, on a déjà deux retours. Et puis, je dirais qu'après, au quotidien, il y a deux cas de figure qui se passent. Si c'est des patients qui ont toujours des séances de kinésithérapie respiratoire, là, on a, je dirais, possibilité de savoir est-ce que le patient prend l'oxygène, est-ce que il s'en sent encore besoin. On peut le voir aussi parce qu'il y a des gens qui ont des dispositifs à la maison fixes, mais des petits compagnons, enfin des petites bonbonnes portables pour venir en séance avec. Donc on va voir est-ce qu'il l'amène, est-ce qu'il l'amène pas. Donc on va pouvoir évaluer est-ce que le patient il maintient, on va dire, son oxygénothérapie, notamment quand il vient faire de l'effort au cabinet. Et on va en parler avec lui. Et donc là, je dirais que c'est à travers ça qu'on peut faire un suivi d'oxygénothérapie du patient. Ça veut dire aussi qu'on peut voir sa saturation pendant la séance, notamment s'il l'amène pas, on va voir est-ce qu'il désature beaucoup. Est-ce que s'il l'amène, est-ce que ça lui maintient sa saturation? Et après, je dirais qu'il y a une partie des patients, si on les vous a pas en kiné-respi, ceux-là, j'ai pas trop de solutions. En tout cas, c'est pas en kiné qu'on peut les aider. J'imagine que c'est plutôt réévalué par le médecin prescripteur, vraisemblablement pneumologue. J'espère avoir répondu à la question.
Je ne sais pas si Christine, vous voulez prendre la parole. En tout cas, on a une remarque de notre cher président Ivan Tourjanski par rapport aux structures à solliciter pour aider au sevrage, qui dit qu'il faut s'appuyer sur les compétences des CPTS. C'est vrai qu'en libéral, des fois, faire appel à des structures d'établissements de santé, ça peut être un petit peu compliqué, mais dans la structuration en coopération comme ça, sur le territoire, les CPTS sont des bonnes ressources pour Voilà, c'est pour ça que je disais, mieux ça dépend un comprendre. petit peu des ressources locales et si on en fait un peu, parce que la problématique des BPCS dans certains cas, c'est que il peut y avoir une CPTS qui a un projet là-dessus et c'est très bien, et puis une du coup où c'est pas le cas. Mais justement, si vous êtes un territoire justement où vous avez la chance d'avoir une CPTS qui est là-dedans, c'est ça, là c'est un vrai outil quoi, un vrai allié. Donc vraiment ne pas hésiter à utiliser les structures locales qui sont effectivement bien souvent connues et répertoriées, voire coordonnées dans des actions de CPTS, tout à fait. En espérant d'ailleurs Alors, que ce qui marche bien à un endroit soit repris derrière par les CPTS voisines. merci beaucoup Jean-Charles. On arrive à 45, même 46. Est-ce que éventuellement tu voudrais donner un petit message final? Qu'est-ce que tu aimerais que chacun retienne en sortant de Mais ce en fait, webinaire? je dirais que en fait, on a un propre frein parfois nous-mêmes, les kinésithérapeutes, parce qu'on a une vision, je dirais, assez manuelle de réaliser un acte avec notre patient, etc. Et donc, c'est peut-être un frein qu'on se pose nous-mêmes avec l'éducation thérapeutique, parce que c'est des temps d'échange, des temps de dialogue, des temps avec le patient. Parfois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir, je dirais, travaillé comme on l'entend de façon plus conventionnelle en kinésithérapie. Mais en réalité, il faut se dire avec les patients, on les aide énormément aussi si on induit des changements durables dans leur comportement. Et donc, je pense que ça c'est vraiment important. Et puis après, enfin, je dirais que ce qui impacte particulièrement dans tout ce qu'on a pu voir là, les patients, c'est évidemment le sevrage tabagique. Donc, évidemment, quand vous avez des gens pour des insuffisances respiratoires chroniques, il faut aborder avec le sevrage tabagique. Mais c'est encore presque plus important en démarche de prévention si vous faites de l'information, de la sensibilisation au sevrage tabagique chez le jeune qui a une fracture du fémur en lui expliquant que ben, ça retarde sa consolidation. Si vous lui avez permis, en mettant une petite graine, de sevrer le tabagisme quelques temps plus tard, ben, vous lui avez évité d'être BPCO des dizaines d'années plus tard et ce serait peut-être encore mieux. Voilà. Et puis ne pas avoir peur de la prescription d'une manière générale et particulièrement celle des traitements enfin, de nicotiniques parce qu'en fait on sait que le droit de prescription il est peu utilisé par les collègues que ce soit pour les attelles, enfin tous les dispositifs qu'on a le droit de prescrire et y compris les TNS et finalement c'est dommage qu'on n'utilise pas ce droit de prescription parce que ça rend service aux patients aussi. Et puis si on se sent pas à l'aise pour prescrire le traitement, hein, je me répète, mais il suffit de mettre ordonnance avec traitement nicotinique substitutif et c'est le pharmacien qui adaptera. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment que chacun mette sa brique à l'édifice. Et moi, je dis toujours aussi aux patients, le sevrage tabagique, c'est pas si simple. On est là pour vous accompagner parce que si c'était facile d'arrêter de fumer, ça se serait. Mais il y a tout un tas d'intervenants qui sont là pour vous aider et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Voilà. Merci Jean-Charles. Si certaines personnes souhaitent rester pour poser d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, le webinaire arrive sur sa fin. Vous avez une petite slide de conclusion où on a mis les QR codes et des liens vers notre site internet. Ah, il a disparu. On vous enverra de toute manière un récapitulatif de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les actions de l'URPS, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Et normalement, vous avez reçu dans vos cabinets aussi un petit magazine qui reprend toutes nos actions, le MAG de l'URPS Kiné. Tout à Merci fait. beaucoup. Reste un Bonne, tout jo- petit peu connecté en attendant et ouais. voilà. Bonne journée à toutes et tous.